Un grand angle consacré à la Nigeria Connection, une enquête édifiante sur les organisations criminelles nigérianes qui s'exportent en Europe, des gangs qui sèment la terreur, notamment à Marseille et à Naples. Avec nous pour en parler, Johan Tilouine, bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cette enquête avec Célia Lebur, ça s'appelle Mafia Africa, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde et notamment de l'Europe. C'est chez Flammarion dans la collection Enquête. Première question. Quel est le point de départ de votre enquête ? Alors, le point de départ, c'est que Célia Lebur, ma co-autrice, était journaliste pour l'AFP au Nigeria. Moi, j'étais au service Afrique du journal Le Monde à l'époque et je travaillais notamment sur le Nigeria. Et en fait, assez régulièrement dans la presse locale nigériane, il est question de cultes, donc ces organisations criminelles qui se voient attribuer beaucoup de crimes qui sont commis dans le sud du Nigeria. C'est une petite mélodie qui se répète, qui remplit les colonnes de la presse nigériane. Et on a retrouvé ensuite la présence des cultes en Europe, notamment en Italie, puis à Marseille et ailleurs en France. Et on s'est dit qu'il y avait une histoire et une enquête à mener entre le Nigeria et l'Europe sur ces organisations. Alors vous avez prononcé le mot culte en anglais, culte sans le E. Pourquoi c'est un acronyme? Pourquoi ce nom? Non, c'est ainsi qu'on les appelle au Nigeria. C'est sans doute en référence aussi à leur croyance, à leur mystique. Donc, en fait, ils manipulent, ils récupèrent des croyances traditionnelles précoloniales qu'ils instrumentalisent pour créer un logiciel, en fait, à leur organisation criminelle. Ils puisent aussi dans l'histoire précoloniale de monarchie, d'empire, qui était grandiose, évidemment. Il est question de vikings, parfois ils panachent avec d'autres histoires européennes ou voire même de mafieuses. Il y a un groupe qui s'appelle Mafight qui lui s'inspire plus du parrain, etc. À la base, en fait, c'était des confraternités étudiantes qui sont nées sur les campus du sud du Nigeria comme des confraternités. La première a été la plus mythique, qui s'appelle les Pirates, et l'un des cofondateurs était Wole Soyinka, le grand écrivain, dramaturge et poète nigérian qui a été prix Nobel de littérature, le premier africain à être couronné de ce prix. Par la suite, ça a été dévoyé, ça a été au fil de l'histoire aussi, qui a été assez tourmenté du Nigeria, avec des dictatures militaires, des coups d'État. Ces organisations se sont criminalisées, sont sorties des campus et ont été manipulées aussi par des hommes politiques. Rappelons qu'on parle du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique et de loin. Votre plongée dans cette mafia nigériane, elle commence au cœur de l'été, on est en 2021, on est dans un cimetière à Marseille. Et vous suivez l'enterrement de 2 jeunes Nigérians qui sont morts dans l'incendie d'une cité des quartiers nord de la cité phocéenne. Pourquoi Marseille ? En fait, Marseille, c'est une des portes d'entrée après l'Italie, vu qu'en Italie, en fait, il y a eu beaucoup d'enquêtes de la part des autorités policières et judiciaires sur ces cultes qui sont classés, considérés comme une mafia, au même titre que la Camorra, la Cosa Nostra ou la 'Ndrangheta. Donc on a vu une poussée de certains de ces criminels qui font de la traite d'êtres humains, beaucoup, du trafic de drogue, mais aussi de la cybercriminalité, qui sont venus en France un peu plus au nord. Et donc Marseille est la grande ville de la porte d'entrée après Vintimille. Et effectivement, à Marseille, ils vont s'installer dans les quartiers les plus délabrés, dans les cités les plus délabrées des quartiers nord. Là où il n'y a plus beaucoup de présence d'État, c'est des quartiers à l'abandon, et on trouvait ça intéressant. Il y a une affaire qui a fait grand bruit, notamment une cité dans laquelle des habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. L'appartement est squatté par des Nigérians, donc de ce... Oui, de ces organisations criminelles-là, puisqu'ils sont très violents, ils utilisent pour certains des haches, d'autres des armes à feu, etc. Mais ils sont aussi, ils sont à la fois des bourreaux, mais aussi des victimes, quoi. C'est ça qui est très ambivalent dans cette enquête. Victimes entre eux ou victimes eux-mêmes aussi, à la fois d'un État nigérian extrêmement brutal, qui ne donne pas véritablement d'avenir à sa jeunesse. Ensuite, ils sont victimes parce qu'ils ont emprunté la route migratoire parmi la plus dangereuse de la planète. Ils ont affronté le désert, la Libye, la violence, la mer Méditerranée. On imagine une consommation de drogue aussi, d'alcool. Oui, consommation, trafic, etc. Et une prostitution, du proxénétisme et de la traite d'êtres humains de manière la plus cruelle qui soit. Alors justement, parlons des femmes. Parce que le livre commence comme ça, c'est un procès à Paris, il me semble. Les prostituées nigérianes, en région parisienne notamment, aux boîtes de Vincennes que vous citez,
à Marseille, à Naples également. Quel est le sort qui leur est réservé? Alors elles sont... Est-ce qu'elles subissent par exemple les rituels, ces croyances occultes de la part de cette organisation Oui, mafieuse? oui, elles sont envoûtées avant de partir du sud du Nigeria. Elles sont envoûtées, elles sont amenées chez des sorciers. Il y a des rituels désormais très organisés finalement pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas parler, qu'elles ne puissent pas dénoncer leur proxénétisme, leur proxénète, etc. Ensuite, les proxénètes entre eux, les cultes, enfin avant c'était des madames, hein, donc elles-mêmes étaient avant des prostituées. Aujourd'hui, les cultes ont pris ce business, puisqu'ils parlent de business. Sur les écoutes, ils parlent de marchandises pour parler de femmes, et elles sont trafiquées comme de la drogue, comme une autre commodity, comme une simple denrée. C'est aussi très capitaliste, hein, donc, comme criminalité. Et elles sont condamnées à faire des passes, faire de la se prostituer, et aussi à subir énormément de viols et de violences. Il y a des mineurs? Oui. Oui, il y a des mineurs aussi, ouais. Vous écrivez notamment tout le milieu nigérian de Marseille connaît et craint le chef du gang des Vikings. Vous avez rencontré celui que l'on appelle Dr One du culte, autrement dit le chef du gang. Il se nomme Yakubu, il a 25 ans à peine. Vous dites un peu plus loin, il a un regard, comment dites-vous, number one man. Il a un père d'un nourrisson, d'ailleurs il dit l'amour de sa vie. Il porte plus beau avec une tendance à se vêtir de rouge, la couleur sacrée des Vikings. Qu'est-ce qui vous a frappé chez ce personnage? Alors en fait, Yakubu et plus largement les Vikings qu'on a pu rencontrer, en fait, sont véritablement, à un moment, ont été les plus violents sur Marseille, parce que les plus structurés et les plus impliqués dans certains trafics, notamment de drogue. Ils sont organisés, ils ont véritablement une mystique qui est très, et une discipline qui est très structurée et organisée. En fait, ils se considèrent eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes comme des soldats, ils sont véritablement déterminés. Et c'est notamment les Vikings qui ont essayé à un moment d'aller au contact et de voler des business aux caïds locaux des cités de Marseille. Alors justement, qui sont très organisés. J'en viens, comment se passe, j'allais dire, le mot est peut-être mal choisi, la cohabitation avec les caïds des quartiers nord de Marseille. Ça a été très compliqué, hein, au début, ça a été très compliqué, puisque certains cultistes ont essayé de voler des business à des caïds locaux, qui sont bien évidemment beaucoup plus équipés militairement, beaucoup plus riches aussi, puisque les points de deal à Marseille génèrent des sommes considérables. Donc ça a été très dur. Les cultes n'ont pas de Kalachnikov? Alors, sur certains dossiers, ils commencent à acheter des armes à feu, etc., mais ils ne seront jamais au niveau des caïds locaux. Du grand banditisme local. Ouais. Du grand banditisme local. Par ailleurs, il y a eu aussi des Nigérians de Marseille, des anciens, qui sont arrivés là bien avant, et qui ont essayé de faire des médiations, qui ont essayé de calmer, de tempérer ces enfants terribles, parce qu'ils font du mal aussi à la réputation du Nigeria, ils font mal à la réputation des Nigérians, qui sont pour la plus grande majorité à Marseille des gens tranquilles qui travaillent. Ouais, vous préférez dire pas d'amalgame non plus avec les migrants nigérians, ou en tout cas d'Afrique de l'Ouest, anglophones ou francophones? Je pense que c'est un piège qu'il faut absolument éviter. On parle de criminels, il s'avère que ce sont des migrants, mais il n'est pas Mais vous avez question, comparé tout à l'heure vous avez dit à la Camorra, il me semble, ou à Cosa Nostra. Combien pèsent ces cultes nigérians? Alors, c'est pas moi qui les compare à ces mafias, c'est les autorités italiennes qui les classifient dans le même registre, dans le registre de la mafia. Combien ils pèsent, c'est très difficile, parce qu'ils investissent pas, en fait, en Europe. La plupart de l'argent repart de manière informelle au Nigeria. Il y a des parrains. Oui, voilà, au Nigeria, exactement, où les chefs de ces organisations sont parfois, pour la plupart, des hommes d'affaires ou des hommes politiques, donc des gens importants, et l'argent repart. Donc c'est difficile. Là où on peut quantifier à peu près, c'est sur certaines actions, opérations de cybercriminalité, qui se sont aux États-Unis, où beaucoup sont recherchés par le FBI. On parle chaque fois de plusieurs millions de dollars. Ouais. C'est des sommes importantes. La police marseillaise, comment elle réagit? À partir de quand elle entend parler de ce phénomène? Est-ce qu'elle est déroutée? Est-ce qu'elle... Alors oui, parce que en fait, ce phénomène-là, la police marseillaise le découvre vers 2017. Et en fait, c'est à travers les travailleurs sociaux notamment, les filles qui se plaignaient de plus en plus d'être violentées,
d'être victimes et qui commençaient à parler de ce mot culte. Les policiers ne connaissaient pas du tout ce phénomène en fait à Marseille, et donc c'est véritablement grâce au courage de certaines filles, de certaines victimes nigérianes, de victimes de traite, qui étaient le plus souvent des prostituées de force, donc des esclaves de ces organisations, qui ont eu le courage à un moment de parler et de dénoncer aux autorités. Vous avez aussi, vous parlez de la dimension ethnique, multi-ethnique de ces gangs. Pourquoi ça vous paraissait pertinent d'en parler? Alors, on parle d'un point de vue ethnique, c'est-à-dire, non, ces gangs sont du sud du Nigeria. Ouais. Certains sont on a beaucoup travaillé sur la région de Benin City, donc qui est la capitale de l'État d'Edo, dans le sud du Nigeria, où beaucoup de ces organisations viennent de là, beaucoup de ces membres et beaucoup de migrants aussi, et de filles victimes de traite viennent de là-bas. Ensuite, il y a d'autres organisations, d'autres cultes qui sont plutôt dans l'État du Delta, hein, qui est voisin d'ailleurs de l'État d'Edo, et d'autres qui viennent d'autres États du Sud. Et c'est vrai qu'au sein même de la hiérarchie, au sein même des organisations de ces cultes, y compris à Marseille, ils reproduisent un espèce d'équilibre, ils cherchent un espèce d'équilibre lors des passations de pouvoir entre les chefs, de respecter une espèce de répartition par communauté. Le Nigeria vient d'élire un nouveau président. Est-ce que l'État nigérian est, on imagine, au courant de ce phénomène, et est-ce qu'il essaie d'agir, de le contrecarrer? Alors il y a eu des lois qui ont été prises. Les cultes sont normalement interdits. Ils sont absolument bannis. Maintenant, ces cultes, enfin en tout cas, ces organisations ont créé beaucoup d'associations qui sont des paravents légaux pour continuer d'exister d'un point de vue légal au Nigeria, ce qui pose beaucoup de problèmes pour les enquêteurs, parce que c'est très dur de différencier le paravent légal de l'organisation criminelle qui se trouve derrière parfois. Et ils ont des très bons avocats, ils fonctionnent comme une espèce de petite multinationale avec une organisation juridique particulièrement bien sophistiqué. Est-ce qu'ils pratiquent les enlèvements au Nigeria et le racket en Europe? Ah oui, ils pratiquent le kidnapping, bien sûr. Ils sont impliqués dans des faits de kidnapping. Ils sont impliqués aussi dans différents trafics internationaux, y compris en Europe, mais aussi ils sont présents en Amérique latine, ils sont présents en Asie. Ils ont des chapitres, donc des filiales, un peu partout dans le monde, pour mener à bien leurs opérations, qu'elles soient financières, puisque parfois il y a beaucoup de blanchiment de fonds, donc il faut des circuits financiers, et parfois aussi pour la logistique d'importation de quantités importantes de cocaïne. Vous parlez de blanchiment, mais cet argent retourne au pays, mais pour servir à quoi? À servir à construire, à faire tourner une économie de villes du Sud qui sont délaissées, qui sont dans les quartiers riches de Benin City. On a rencontré pas mal de monde, d'investisseurs, d'agents immobiliers, etc., qui nous disent aujourd'hui, les principaux clients, ce ne sont plus les hommes politiques pour construire des belles maisons, ce sont des cultistes et des trafiquants. Ouais. Voilà, qui construisent les plus belles maisons à plusieurs millions de dollars. Quel statut ils ont, ces Nigérians qui se retrouvent, souvent jeunes, qui se retrouvent dans ce crime organisé, notamment à Marseille? Ils sont demandeurs d'asile pour certains, ils sont perdus pour d'autres, et ils sont en quête d'un avenir pour la plupart. Ouais. Ils sont en transit, ils opèrent dans la criminalité, mais ils se cherchent comme tout jeune, qui a emprunté la route migratoire, comme tout jeune. Ils cherchent un avenir, ils cherchent une vie confortable. Il nous reste une petite minute pour que tout soit bien clair. Celles et ceux qui nous regardent savent qu'en général, quand on parle du Nigeria, c'est pour parler de la terreur de Boko Haram, ce groupe terroriste islamiste. Rien à voir avec ces cultes? Non, absolument rien à voir. C'est pas la même région? C'est pas du tout la même région. Boko Haram est né dans l'état du Borno, donc au nord-est du Nigeria. Ils se sont étendus, mais... Oui, ils se sont largement étendus. Mais il n'y a pas de connexion. Ils opèrent autour du lac Tchad, et là, non, c'est complètement différencié, il n'y a absolument aucun contact. Merci beaucoup, Johan Tilouine. Une enquête coécrite avec Célia Lebur, Mafia Africa, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde. Un phénomène dont on va sans doute, hélas, entendre parler ces prochains mois dans l'actualité. Merci d'être venu sur notre plateau.